Vous dites par rapport à accepter ses peurs, mais est-ce qu'il n'y a pas par exemple tout simplement le fait de réussir à les nommer? Quand on ressent quelque chose, de mettre un mot dessus, c'est déjà une façon de prendre conscience. C'est une façon de les analyser. Il faut prendre conscience, je suis d'accord, parce que vous regardez une peur et vous essayez d'analyser par le prisme de ce que vous en connaissez. Il n'y a pas forcément l'intégralité. Parce que vous pouvez avoir peur de quelque chose, de quelqu'un, j'ai peur de cette personne, ah oui, parce qu'elle me rappelle, etc. Mais vous ne savez pas pourquoi ce trauma, déjà, il s'est préinstallé. Pourquoi vous avez eu peur à la base de cette personne-là? Parce qu'il y a eu un rapport à l'autorité, parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu un rapport au sexe, il y a eu un rapport de regard. C'est pas la personne qui l'a choqué, c'est une émotion qui a été générée par cette personne. C'est pas la personne. J'ai peur de la mort, ça ne veut rien dire. Tout le monde a peur de la mort, c'est un truc. Maintenant, est-ce que je peux aller la visiter, la mort? Apparemment, personne n'y va. Mais il n'y a qu'en allant la visiter que vous aurez votre avis. Autrement, vous aurez mon avis, celui de quelqu'un d'autre. Et ça fait peur. Et toutes les autres peurs, elles sont pareilles. Tant qu'elles sont des peurs nommées comme peur, donc comme limite, ben vous serez limité. Donc en fait, toutes les peurs sont des limites à un moment donné qui nous disent, voilà, là, normalement, ton champ d'exploration s'arrête là. Ok, ça ne veut pas dire que ça va définitivement s'arrêter là. C'est juste un indicateur, la peur. Ton champ d'investigation s'arrête là. Il y a d'autres personnes qui les franchissent, hein, ces peurs ou pas. J'ai pas dit qu'elles les franchissaient, que c'était bien ou mal. Okay, tout le monde a des peurs, moi le premier. Mais les peurs ne sont que des indicateurs de limite. Donc la nommer, ça vous donne juste la limite, c'est tout ce que ça fait en général. Parce qu'après, c'est des chaînes en cascade qui l'ont préfabriqué. Je suis d'accord avec vous, mais après, vous dites des cascades. Première cascade, on met un mot, puis après il y a une deuxième cascade, on sent une deuxième peur qui émerge, on met un deuxième mot. Alors ça, on peut effectivement élaborer une logique, une méthode, pour essayer de dénouer cette peur. Mais si l'énergie n'est pas bien intégrée, la majorité du temps, on a mis le doigt sur une vibration qui n'est pas complètement exacte. Donc on va dérouler une cascade, ouais, c'est pas faux, mais ça ne dénouera pas l'ensemble du système. Parce qu'à partir, il y a des zones où on n'ira pas. On n'ira pas dans les zones qui disent « ouais, mais de toute façon, tu as toujours été un poltron ». Non, on n'ira pas dans ces zones-là. Et cette peur, elle nous montre qu'à un moment donné, par exemple, on était poltron. Et là, on est complètement déstabilisé parce que c'est pas une qualité, c'est pas positif pour nous, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Mais je connais pas grand monde qui va explorer son côté poltron quand il a peur. Et pourtant, c'est pas une psychothérapie, tout simplement. Oui, si vous voulez. Après, ça dépend jusqu'à quel stade on va, etc. On peut le nommer au départ psychothérapie. Mais la psychothérapie, ça va vite s'arrêter à tourner en rond. On n'aura pas tout par la psychothérapie. On n'aura pas tout par la chimie. On n'aura pas tout par l'énergétique. On n'aura pas tout par la psychothérapie. L'auto-analyse, c'est vachement dur. Parce que par principe, nos mécanismes de défense, ils sont planqués. Donc la psychothérapie, elle aura une super limite. Donc il n'y a que dans l'intégration de quand on est vraiment dans la limite, qu'on intègre l'info. Le faire après, comment dire, en dehors du stress de cette information-là, à plat reposé, on joue plus souvent, pour moi, au poker menteur. Et pour reprendre un petit peu, à ce moment-là, le cours de ces psychothérapies, hein, si c'est la démarche, pourquoi pas, il faudra réintégrer ce stress de tout le monde, donc replonger dedans. Ah oui, effectivement, ça pourrait marcher. Dans vos actions de... Mais c'est une habitude à prendre, parce que c'est trop difficile, en fait. C'est vraiment en s'habituant petit à petit, parce qu'on ne peut pas impacter quelqu'un qui est impatient et le faire replonger comme ça dans des trucs qu'il a imaginés. Les actions de thérapeutes sont les provocateurs sur le mot, est-ce que vous êtes amené, est-ce que vous avez constaté des phénomènes de réputation transgénérationnelle? Des phénomènes de réplication transgénérationnelle. Si les parents sont dans un schéma, les enfants sont dans le même. Oui, bien sûr. Ça, c'est super dur de s'en défaire. Par la logique, on s'en défait pas. C'est pour ça que là, on est dans le développement humain. Je ne vais pas trop vous embarquer dans la thérapie. Il y a plein de thérapeutes. Moi, mon discours, c'est de collaborer avec vous, de participer à vous dire qu'en fait,
en dehors de la thérapie, parce qu'il faut arrêter de se thérapiser à un moment donné, c'est au quotidien, on peut être acteur de recevoir assez d'informations pour désamorcer des choses colossales. C'est plus le moi Ça veut dire introspection. thérapeute qui font un peu. Ça veut dire remise en question de soi. La remise en question, c'est la condition. C'est-à-dire Bah ouais. la suite, c'est toutes les sensations, je les accepte. C'est surtout une certaine... Et après, je travaille dessus. Vous ne pouvez pas forcément travailler dessus, c'est normalement l'immersion, si Oui, elle est mais suffisamment grande. Il va y avoir un travail positif aussi. À partir du moment où vous posez les choses, vous acceptez les choses, vous êtes en accord pour modifier les choses, donc pour évoluer. Oui. Et logiquement, c'est vers du positif. Bah, logiquement, quand c'est très très grave, de mon expérience, ça ne marche pas si facilement que ça. Parce que vous avez des parties de vous qui viennent en opposition. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que les modèles thérapeutiques qu'on utilise, bah, Mais il y a sont tous pas les non plus- nos réflexes de négation Mais c'est par ce qu'on rapport à tout parlait. ça. C'est que la plupart des constructions, on va dire inconscientes, pour mettre un mot que tout le monde connaît, mais pour moi c'est une construction. Je ne devrais même pas dire inconscient, mais bon, bien qu'on a un langage commun. C'est une construction. Il y a une partie, au bout d'un moment, elle va dire stop, c'est pas possible. Parce que c'est une partie qui ne veut pas que ça se passe comme ça pour plein de raisons. C'est des parties protectrices, seconde par seconde, qu'on a pu se forger. Et on a des tonnes. Et commencer à dialoguer avec ces parties protectrices, vraiment, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'analyser, c'est pas possible. Ça veut dire que ces parties protectrices, aussi, quelque part, elles sont négatives. Puisqu'elles nous empêchent d'avancer. Oui, je suis d'accord, mais elles Elles ont ont une logique. Hein, Elles protégées, deviennent- ça, j'ai compris. à un moment Non, donné, mais on peut le poser comme l'outil aussi, je veux dire. Mais par contre, je pourrais quand même rajouter qu'en fait, elles ont une logique. Elles paraissent négatives. Oui, c'est vrai, ça fait pas du bien. Mais elles sont logiques, parce qu'à un moment donné, elles ont protégé votre système. Non, ils ont Quand quelqu'un arrive sur vous très fort et commence à être menaçant, par exemple quand vous êtes petit, je prends un exemple archétypal, hein, comme ça on se comprend, mais il n'y a pas que ça peut être dans les 12 secondes, ça peut... La sensation d'être complètement envahie parce qu'on s'y attendait pas, il y a une partie qui va inhiber ce moment-là et qui va vous protéger. À chaque fois que vous allez sentir quelqu'un, il y a un rideau automatique qui fait, tu sais quoi, t'es pas si fort que ça, ferme d'abord et ouvre après. Attends de le voir arriver. Mais cette partie-là, vous dialoguer avec aussi. Mais cette partie-là, vous la voyez que dans votre comportement au quotidien. Vous ne pouvez pas la préanalyser. En tout cas, pas d'après moi. Mais du coup, ça demande une certaine rigueur d'être toujours attentif en fait à ses sensations. Non, ça demande, la seule chose, c'est pas, c'est bon, on pourrait le dire comme ça, mais ça demande de sentir les choses, d'être complètement dans ses sens. Mais c'est fatigant, c'est toujours. On a vite fait quand même de s'évader, de se dire Ah non, j'ai mais il ne envie faut de pas le faire à sortir. 24, c'est pas possible. Mais pour les grands moments de sa vie, oui. Les grands moments, il ne faut pas les louper. Votre potentiel humain d'expression, il est basé que sur 5 spectres, c'est sensoriel, hein, point barre. Vous êtes un être sensoriel, point barre. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, etc., le goût. Vous enlevez 2 spectres, vous êtes mal barré. Vous en enlevez 3, normalement vous ne vivez pas. Il n'existe pas un être humain qui n'ait pas de sens, c'est impossible. Donc vous ne vivez que par rapport à vos sens. Et ces sens génèrent des intonations énergétiques, des perceptions qui sont analysées. Elles sont analysées par soit un vécu, soit elles posent que maintenant ça va se poser comme ça. Et c'est ça les constructions qu'il y a derrière. Donc si vous voulez récupérer la totalité de votre système, vous êtes obligé de repasser par les sens. Obligé. Donc je veux pas voir, je veux pas entendre, je m'en fous, je veux pas écouter, ça marche pas. Je veux analyser, ça marche pas. C'est pas un sens ça. C'est une autre faculté. Donc au quotidien, on s'en fiche, mais je ressens pas l'énergie. C'est pas grave, je m'en fous. C'est comme ça. Mais je me ferme pas, genre, je me mets dans la bulle de protection parce que vous allez m'envahir. Vous n'allez pas m'envahir, je suis tout seul dans mon propre système, si vous voulez que vous m'envahissez. Par contre, le rapport peut être agréable ou désagréable. C'est pas pareil. Et il peut être assez désagréable pour que je me sente mal. C'est pas pareil, mais vous ne m'aurez pas envahi. Par contre, je peux générer assez de problématiques parce que je ne me sens pas bien par rapport à vous pour être suffisamment mal. Et là, effectivement, je me suis encore extrait, donc c'est moi qui me suis envahi. Je me suis encore plus décalé. Donc j'ai encore moins d'aplomb. Ça, c'est ce que je pense. Mais être envahi par quelque chose ou quelqu'un, impossible. Alors comment vous expliquez qu'il y a des personnes qui vous pompent votre énergie ou qui vous redynamisent sans qu'il y ait eu spécialement quelque chose Et parce que la plupart des gens ne sont pas sur leur propre système et qu'il y a une habitude logique, d'accord, de sentir que des fois on n'est pas bien et parce qu'il y a des personnes qui ont démultiplié cette faculté à bouffer l'énergie parce qu'elles ont été mal. Et si vous déjà vous êtes soumise
dans votre système, vous n'êtes pas bien, vous sentez toujours un petit poussin tomber du nid, c'est pour vous, c'est sûr. Il va phagocyter quelqu'un qui déjà est permissif dessus. Permissif de manière logique, hein, il n'a pas fait exprès. C'est dans mon histoire, on m'a toujours ridiculisé, je ne suis pas bien, je me sens toujours pas bien, je ne suis pas super rayonnant, donc évidemment, la personne qui bouffe tout, elle va vous bouffer. Parce que vous n'êtes pas dans votre système. Moi, j'aimerais comprendre le rapport entre... Pour moi, l'énergie, c'est tout bêtement, je vais utiliser une image, l'électricité, c'est quelque chose de visible comme ça qui est dans l'air. Et tout à l'heure, on parle beaucoup de prendre du recul, on parle, on cause, c'est-à-dire on est dans le langage, de la conscience, je prends conscience, je prends du recul par rapport à ma conscience, etc. Et donc, quel est le rapport entre vous, thérapeute qui, je reprends encore un petit cliché, mais faites l'énergétique, et tout ce qui se dit là, et voilà, comment vous traitez les gens par énergétique, avec cette idée-là de l'énergie, au-delà des mots, au-delà des... Le lien, c'est vous êtes touché, je suis touché. Je me permets d'insister, on est donc dans un rapport comme avec un thérapeute normal, avec un rapport de conscience, de discours, donc ça passe, le courant passe, on dit. Donc vous n'êtes pas magnétiseur, il n'y a pas, en fait, dans votre façon de soigner, il n'y a pas je m'assois là, je fais des passes au-dessus de toi, je rétablis tes énergies subtiles qui vont sortir. Si, ça marche au niveau éthérique, mais il n'y a pas que ça. C'est pas sur ce plan-là, il y a évidemment du magnétisme, il y a, comment dire, si vous pensez être en carence d'énergie, le fait que je vienne pour vous en donner, votre système se rétablit, okay, il se valide tout seul. Et après, il y a effectivement des causes vibratoires, on peut aussi que discuter, on peut agir sur plein de plans, mais il faut qu'il y ait un rapport entre les deux. S'il n'y a pas de rapport, moi, je ne peux rien faire. Vous avez vu le nombre d'échecs qu'il y a en thérapie, il faut être clair. Et pourquoi ? Pourtant, on a tous des techniques plus balèzes les uns que les autres. Mais non, bien sûr que non. C'est soit tu as la bonne clé, soit tu l'as pas. C'est le bon plan ou pas le bon plan, c'est tout. Ah, mais comme vous avez dit, c'est des techniques. Et on n'est pas dans le ressenti, on n'est pas dans l'émotion. C'est Voilà. pour ça que ça ne marche pas. Parce qu'on lit un bouquin et on applique un bouquin pour le malade. Que moi je vois dans le magnétisme, pour revenir vers vous, vers le magnétisme c'est déjà la compassion, l'échange entre une personne et une autre, et lui apporter la clé pour le débloquer par rapport à la compassion, l'énergie qui se dégage entre les deux personnes. Que moi je vois un psychologue ou un thérapeute qui va à l'école, il va prendre un bouquin, il va avoir une méthode, ou comme l'hypnose, c'est des outils verbaux, et il va appliquer ces outils. Après, on va peut-être avoir des psychologues qui vont être magnétiseurs ou autres, parce qu'ils auront de compassion avec leurs malades. Mais les autres qui n'ont pas de compassion, bah, ça ne marchera pas, parce que ça va être de toute façon, c'est qu'une histoire de lien. Ouais. C'est le magnétiseur, il a son travail s'il y a un lien. L'hypnothérapeute, il a un travail s'il y a un lien. Le psychothérapeute, ça va fonctionner s'il y a un lien. Mais après, en dehors du lien, c'est est-ce que c'est la bonne clé ? Pas forcément. Des fois, vous avez un problème physique, allez chez le médecin, ça ira plus vite. Hein. Parce que si c'est juste chimique, vous embêtez pas. Dans l'urgence, c'est la peine de brasser l'univers juste pour un truc. Mais chaque chose a son plan. Si vous avez un accident de voiture, vous n'allez pas faire une séance d'acupuncture. Il y a des choses qui sont dans le chronique et qui sont de l'ordre de la relation humaine, où on peut prendre le temps du lien pour travailler. Ça, c'est une chose. Pour les choses qui demandent beaucoup plus de vitesse, il faut prendre des techniques qui ont de la vitesse. Donc la chimie, c'est de la vitesse. 80% de notre médecine, c'est de la chimie, et c'est logique. Parce qu'elle, elle va vous sauver. Si vous voulez travailler au niveau humain, c'est pas de la chimie. Donc, c'est pas les mêmes plans. Et c'est pas la peine de les mettre en opposition, parce que c'est ridicule et ça ne marche pas. Ça se complète. Ah ouais, ça fait plus que se compléter, ça collabore super bien. Quand vous avez un gros pépin, aller à l'hôpital, ça va mieux. Hein. Mais par contre, si derrière il y a une structure déficiente au niveau énergétique, à l'hôpital, c'est pas leur truc. Si c'est psychologique, c'est pas leur truc. Si c'est dans d'autres sphères, mais c'est pas leur truc. C'est une question de clé. Donc c'est pas la peine de... Bah, des fois, quand t'as des personnes qui s'en prennent à leur médecin machin, c'est ridicule, c'est pas la peine. C'est pas son truc, elle. Donc il vaut mieux qu'on soit éduqués, nous, à savoir quels sont les différents plans qui nous constituent, parce qu'autrement, on va toujours reprocher à une personne de ne pas avoir fait le nécessaire, mais c'est pas le bon plan. Il n'a pas l'outil. Finalement, c'est pas un hasard si vous êtes avec une rhumatologue plutôt qu'un pédiatre. C'est tout ce qui s'articule, effectivement. Ah, ça. C'est sûr. Donc bon, c'est vrai qu'il y a des mal-être qu'on génère nous-mêmes, hein, qu'on crée, mais on arrive quand même sur Terre avec un programme. Est-ce que vous aidez les personnes à changer le programme ? C'est le but du jeu, il faut trouver les clés vibratoires. Après, vous me dites on arrive sur Terre avec un programme.
Là, ça engage la question de qu'est-ce que c'est le programme, qu'est-ce qui le génère. Il y a deux types de programmes. Pour moi, il y a le programme papa-maman, forcément, et il y a le programme correspondant. Il y a deux types de programmes. Il y a quelque chose qui cherche à prendre forme d'une certaine manière. Comment? Je prends l'ADN qu'il me faut. Donc on a tous des histoires très très différentes. L'incarnation est une histoire physique aussi. Donc en fait, les programmes, il y en a de deux types, mais en fait c'est les mêmes. Moi, je parle de celui du haut. Celui du haut, c'est le même que celui du bas. Est-ce que vous liez l'incarnation à une dimension, et puis le changement de dimension, il se fait suite à un décès, ou bien alors est-ce qu'il se peut faire autrement que par une mort? Le changement de dimension, c'est quoi la définition d'un changement de dimension? Est-ce que vous voyez une notion de dimension? Le pilote étant dans une dimension autre que notre incarnation aujourd'hui. Et l'évolution, est-ce qu'elle est liée à un changement de dimension? Alors si on parle d'évolution, c'est un sujet qui est chaud bouillant quand même. Parce qu'en fait, c'est plutôt une maturation de quelque chose plutôt qu'une... Parce que souvent dans évolution, ça veut dire qu'on ne l'est pas. Non, ça veut dire que de toute façon, il y a des choses qui viennent à maturation progressivement. Je le poserai plus comme ça. Parce que je ne suis pas tellement dans la vision de l'humain comme étant quelque chose de pas bien, vil et qui a besoin d'évoluer. Non, on a tous besoin de mûrir quelque chose. On s'accapare des expériences, des exercices qui sont plus ou moins douloureux. Je suis plutôt dans ce concept-là. Et c'est pas philosophique, c'est ce que je vois chez les gens. C'est pas des petites choses qui ont besoin d'évoluer avec des niveaux de valeur, oui, parce qu'on met des valeurs dessus. Non, mais ça met d'évoluer. Comme un process, enfin une... c'est toujours un process d'accaparer de l'expérience pour avoir de la maturation, si vous voulez. Et quand ça devient trop compliqué à comprendre, est-ce que ça vaut pas le coup d'arrêter de chercher le sens, juste de savourer, s'émerveiller? Il n'y a que ça. Il y a des moments qu'on préfère et qui ont une logique. Je me suis fatigué là, j'ai usé mon système, je me pose, je savoure. Oui, mais toute la journée, vous avez pris de l'information. Effectivement, il y a des tranches, des temps de repos, etc. Après, chacun les gère. Mais savourer, déjà, c'est savourer l'existence aussi. Toute la journée, la savourer. Et c'est aussi savourer le fait que vous recevez de l'information toute la journée, dans toutes les émotions. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est le point sur lequel j'insiste tout le temps. Après, le gérer, c'est plus difficile. Est-ce que vous pensez que notre structure attire tout, c'est-à-dire jusqu'au moindre petit incident, accident? Est-ce que c'est parce que c'est un conditionnement ou ça peut être aussi le fruit entre guillemets du hasard, des causes et effets qui est en dehors de notre système? Il y a des choses qui sont en dehors de notre système. Donc ça, c'est une question capitale en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui disent que tout vient de nous, tout vient pas de toi. Parce qu'en fait, tu es en collaboration avec des multisystèmes, il y a une partie qui se met en résonance, et une majeure partie qui ne se met pas en résonance. Parce que déjà, ton système pilote ne peut pas gérer votre pilote. Par contre, il y a des incidences. Oui, mais pas toutes les incidences. Et tout vient pas de toi, si tu veux. Tu y es pour rien si je suis comme ça. J'ai aussi la possibilité d'aussi piloter très très différemment. Après, entre nous, il y a forcément des incidences, forcément. Donc le coup de l'effet miroir, j'ai jamais vraiment vu l'effet miroir. Ça, c'est moi qui dis ça, c'est sûr, mais j'ai jamais vraiment vu. Je ne l'ai vu, l'effet miroir, que quand il y a une mise en tension ultime, non solutionnable, il y a un effet miroir avec l'autre qui, en réponse, va vous faire vivre une émotion disproportionnée et intense pour commencer à bosser une structure que vous avez besoin de bosser. Donc pour moi, l'effet miroir, il n'est que quand il y a une surtension du système. Parce qu'il n'y a pas d'intégration, alors le système monte en mayonnaise pour pouvoir régurgiter ou retravailler une émotion qui est trop déniée trop longtemps. L'effet miroir, pour moi, il n'est que là. Il n'est pas tout le temps. Donc il n'est pas souvent, en fait. Comment tu sais que c'est en surtension? Parce que je vois. C'est basé que sur ce que je raconte, c'est sûr. C'est moi qui dis ça. Quelqu'un qui n'a pas accès au langage ou qui a une déficience mentale profonde, comment on peut agir ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, il y a une réhabilitation, mais là c'est un cas super difficile. Donc il va y avoir une limite, même aller dans des structures extrêmement profondes. Il va falloir rattraper la carence d'apprentissage. On fait comment?
Donc on peut réhabiliter un niveau de vivabilité, mais on ne peut pas se dédouaner ni s'épargner l'expérience, c'est pas possible. Donc effectivement, la carence ou la chronicité, elle engage des zones de vide, de non-expérience, qui sont dramatiques. Et plus il y en a d'ailleurs, de vide et de chronicité, moins on peut switcher en arrière. Et oui, plus la chronicité est longue et dure et à entamer les réserves, moins on s'en sort. Qu'est-ce que vous diriez de l'évolution finalement de l'humain qui de plus en plus en fait perd en capacité de mémoire et libère finalement peut-être de la place sur l'intelligence? Capacité de mémoire, c'est-à-dire au quotidien Simplement, quand on voit le téléphone et tout ça, on va chercher l'information, mais on l'a. De toute façon, pour moi, on est arrivé dans une ère psychologique. On est dans l'ère de la psyché. Ça m'a toujours intéressé de regarder au spectre de ce que je peux en voir, évidemment, dans le temps. C'est super intéressant parce qu'on peut expliquer quelque chose que si c'est contextuel. Si on met un contexte dessus, si on balance une notion, ouais, je crois en l'incarnation, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Voilà, il faut quand même aller chercher pourquoi, comment et comment ça marche. Autrement, ça n'a pas de sens de croire. Donc ça a été une de mes priorités de vie aussi, c'est de regarder un petit peu comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour moi, parce que moi j'en avais besoin, en fin de compte. Et l'être humain, dans le temps, a des niveaux de fonctionnement et d'appropriation de mécanismes complètement différents. Il y a des moments où on s'approprie des parties émotionnelles, il y a des moments où on commence à construire tout ce qui est intelligible, construction de pensée, trame de pensée, code de vie. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une partie beaucoup plus invisible et impalpable qui est le psychisme. Donc on est dans un univers qui s'accélère et qui devient de plus en plus psychique. Donc la mémoire, elle n'a pas trop de place, puisque la mémoire, c'est un référentiel ancien, mais qui ne peut plus cohabiter avec un renouvellement, une mise à jour. La mémoire peut servir de support, mais normalement, une mémoire, elle est intégrée, et elle doit rester à son niveau d'être intégrée. Quand vous apprenez à conduire, par exemple, au début, vous n'êtes pas bien avec la pédale d'accélérateur et d'embrayage. On est d'accord? Donc, l'effort d'apprentissage est toujours difficile, extrêmement difficile. Mais au bout de quelques leçons, c'est terminé. Aujourd'hui, prenez votre voiture, vous ne réfléchissez même pas. Vous êtes arrivé ici, vous n'avez même pas réfléchi à la pédale, de comment ça se goupille avec le levier de vitesse, etc. Vous n'avez pas réfléchi à ça. Pourquoi? Parce que c'est devenu un automatisme. Donc tout ce qui est apprentissage, normalement, bascule dans l'automatisme. Donc la mémoire, elle est juste automatique, normalement. C'est plus un effort. Quand on décrit la mémoire comme un effort, c'est qu'on a besoin d'une recherche sur laquelle s'appuyer, parce qu'il n'y a pas d'automatisme. Est-ce qu'on ne pourrait pas presque dire, en fait, c'est parce que l'inconscient n'oublie jamais, et que ça bascule dans l'inconscient. Oui, c'est ça. On pourrait presque dire ça. C'est ce qui est le plus exact. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans la journée, c'est pour que ça devienne un automatisme, pour plus avoir à le réapprendre. Autrement, on ne pourrait jamais progresser. D'accord? Donc, si vous avez bien compris, tout ce qui a été fait et bascule dans l'automatisme, qui est en arrière nous, et qui est sujet à problème, c'est hyper lourd. Et voilà. Donc en fait, vous voyez que la conscience, là-dedans, c'est assez difficile de débugger des sujets qui sont devenus des automatismes réflexes de fonctionnement. En leur temps, c'était une vraie logique consciente, mais c'est devenu un automatisme. Allez débugger ça. Et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, l'être humain n'est construit que de ça. De choses d'apprentissage qui sont devenues des automatismes et qui se sont empilés. Où on peut agir, c'est parce que la pile, au bout d'un moment, tant qu'elle va bien, on ne touche pas, mais elle commence à poser problème. C'est-à-dire qu'il y a des automatismes qu'il va falloir commencer à déprogrammer parce qu'ils prennent le pas dessus. D'accord? On peut appeler ça des gardiens, hein. Les anciens appelaient ça les gardiens du seuil. Hein. C'est fais pas ça, mon fils, parce que. Ouais, mais là, c'est plus bon cet automatisme. À votre avis, par exemple, l'hypnose, est-ce que c'est justement un mécanisme où on va faire en sorte qu'on refoule les éléments qui dérangent ou est-ce qu'on les efface? L'hypnose, c'est un sujet assez spécial parce qu'autant c'est une réalité, autant ce qui va manquer à l'hypnose, c'est vraiment de connaître ce qu'elle est en train de faire. Voilà. C'est-à-dire que mettre quelqu'un sous hypnose pour qu'il trouve lui-même, ses propres mécanismes et qu'il les régule, ouais, quand c'est pas très profond, je pense que c'est extrêmement envisageable et c'est hyper puissant. Et c'est très pratique, donc l'hypnose a vraiment, vraiment sa place. Mais je pense qu'elle a une limite pour aller chercher des automatismes
qui sont trop enfouis, trop douloureux, Trop bétonné. que la personne elle-même, même dans son état hypnotique, n'a pas la capacité à les chercher, parce qu'elle ne sait pas quoi en faire finalement de cet automatisme. Bon, moi je ne suis pas spécialiste d'hypnose, mais j'ai l'impression que souvent, dans les techniques d'hypnose, souvent c'est un peu magique au sens que quelqu'un qui a peur des araignées, on ne va pas lui demander de comprendre comment ça marche. Le gars l'hypnotiseur arrive, il dit tu n'auras plus peur des araignées, la peur disparaît et en disant elle est refoulée, et puis tout va bien, il n'y a pas de compréhension, c'est plutôt un refoulement, tel que je le comprends, mais je sais pas. Ouais. Alors pour moi, je ne pense pas que ce soit un refoulement. Je pense que l'hypnothérapeute a le rôle de donner un objectif à l'inconscient. Tu n'as plus peur des araignées, débrouille-toi pour dégager le truc. D'accord ? Et si c'est trop profond, sur d'autres problématiques, je ne pense pas qu'il y ait de grands résultats. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Mais l'hypnose, c'est une thérapie super bien, au même titre que les autres thérapies, hein, aucun souci. Mais elle a un rôle, hein, et elle a une limite, forcément. C'est pas parce qu'on parle d'inconscient dans l'hypnose qu'on va pouvoir scanner tout l'inconscient. Ça, je ne pense pas du tout. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Comment voyez la relation entre l'homme et la machine, la technologie, tout ce qui est transhumanisme, homme-homme? Et ça, la machine, c'est le pouvoir de l'homme qui se manifeste. Effectivement, le processeur inventé sur un téléphone portable, ça vient d'un processeur humain. Donc en fait, on n'est que ce qu'on est. Donc on peut vraiment créer que ce qu'on est. Donc quelque part, il y a une analogie dedans. Et le concepteur l'a bien compris, hein, puisque ce ne sont que des charges électriques. C'est quand même extraordinaire ce petit objet. Donc la machine est le reflet automatique de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous êtes, donc vous ne pouvez pas créer autre chose que ce que vous êtes. Un lapin ne peut pas créer un iPhone, c'est pas possible. D'accord ? Il n'a pas la capacité dans ses structures, dans son apprentissage. Donc notre technologie... Et le problème, c'est qu'après, jusqu'où on va aller dans ce reflet, et est-ce qu'on va se dire, tiens, bon, on est humain, donc on revient sur le procédé que je vous ai dit, je suis vivant, c'est moi qui vis, ou alors je confie à la machine toutes mes carences. Parce qu'elle, c'est un fantasme de perfection, la machine, je fais en sorte qu'elle ne va pas se tromper, parce que je vais faire un algorithme qui, lui, va être parfait, contrairement à moi. Donc en fait, on revient sur les névroses de l'évolution, de je suis pas bien, je suis autre chose que ce que je suis, j'aime pas ce que je suis, je vais créer une machine pour compenser. Ça, c'est embêtant. Mais la machine en elle-même, le progrès technologique, il est obligatoire. En 200 ans, 500 ans, non, je pense qu'il n'y aura même pas du tout la même configuration. C'est tout. C'est pas le progrès, moi, qui m'embête, c'est normal. C'est le positionnement. Mais vous savez, au IIe siècle, il n'y avait pas beaucoup de progrès, le positionnement n'était pas mieux. Hein. Ça n'a jamais été mieux, si vous voulez. Donc on ne peut que faire mieux. Ah, mais ça, c'est ma perception. On ne peut que faire mieux. Avant, c'était vraiment pas mieux. Le positionnement n'était pas meilleur. Donc on ne peut que faire mieux aujourd'hui. On est vachement plus évolué, beaucoup plus développé. Votre niveau de compréhension et votre sensibilité énergétique, votre sensibilité neurologique, elle est extrême. C'est énorme. Vous ne pouvez pas vous comparer même à un philosophe du 4e ou du 5e siècle en Grèce. C'est pas vrai. Vous êtes 10 fois plus élaboré. Vous avez reçu des tonnes de messages en plus. Vous arrivez à élaborer une pensée qui est 10 000 fois plus élaborée et chiadée qu'un philosophe du 5e siècle. Vous avez largement dépassé ça. Le problème, c'est que dans la mémoire, c'est votre référence. Sauf qu'il était peut-être capable de réciter un livre qu'on n'est pas plus capable de faire. Oui, non. Ouais, mais en fait, on a libéré une capacité. C'est ça. Vous libérez de la place dans le disque dur. Il y a des choses qui sont plus trop nécessaires, qui sont des automatismes. Lui est obligé, ça prend tout ça par cœur. Son savoir, il n'y avait pas autant d'expérience que vous. Il y a, comment dire, il y a un livre, Sapiens, il dit bien, il dit que, comment dire, il parle dès qu'on est bien des grands singes, et que les premiers hommes étaient devaient être très forts pour reconnaître le végétal, l'animal, pour savoir ce qui était bon ou mauvais pour eux. Au fur et à mesure qu'on avance aujourd'hui, on devient de plus en plus des singes, parce qu'en fait, avec le smartphone, les outils qu'on a, finalement, on fait moins appel à ce besoin de mémoriser de la connaissance, mais je pense qu'on laisse de la place, du coup, à de l'intelligence, de ce que vous voulez dire tout de suite. Pour moi, c'est irréfutable. Après, voilà, ça c'est mes expériences à moi, de petites balades dans les couloirs du temps et tout, hein, forcément, hein, je me base que là-dessus. J'ai pas de preuves, j'ai que moi ce que j'en sens. Si vous sentez autre chose, allez-y. Mais pour moi, un être humain, à un moment donné, dans le passé, et
à 10 milieux de ce qu'un être humain est aujourd'hui maintenant. Ça n'a rien à voir. C'est pas vous avant. Est-ce que vous avez accès à des mondes parallèles avec les hyperperceptions? Oui, mais c'est ce qui est intéressant, c'est derrière ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a des mondes parallèles forcément explorés. Et il y en a que je peux comprendre, il y en a d'autres que je ne comprends pas, puisqu'ils sont trop différents des mondes, des niveaux de perception qu'on peut avoir là. Il y a des choses, c'est trop différent, on ne peut pas s'y balader. Même si vous vous baladez, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire, il ne se passe rien, vous n'avez aucune information. Donc vous pouvez pas rentrer en contact avec ce que vous ne comprenez pas. Ça vous fait pas peur? C'est des habitudes. Ça peut faire peur, oui, bien sûr, ça m'a fait énormément peur. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait énormément peur. Énormément. Ça, c'est mon histoire. Et évidemment, oui, il y a des mondes un peu particuliers, et après, on s'habitue. Et c'est la limite. Donc la peur, c'est une limite, puis au bout d'un moment, on est dedans, et c'est plus une peur, plus une limite. Donc on franchit. Et on progresse comme ça, on intègre, ça devient des automatismes. Comment vous faites justement pour, quand vous êtes attaqué par des entités? Je suis pas attaqué par mais je suis pas attaqué, donc je peux pas répondre à ça. Parce que les entités ne m'attaquent pas. Et c'est pas qu'elles peuvent pas m'attaquer ou que je suis plus fort que les entités. C'est que dans mon système, ça se passe pas. C'est fluide. C'est pas fluide, j'ai pas des propriétés, je sais pas qu'on pourrait imaginer, mais pour moi, ça marche pas comme ça. Donc on peut pas dire je suis attaqué par les entités. Par contre, je peux atteindre des limites, effectivement, où j'ai d'autres formes de vie, vous pouvez les appeler entités, ouais, je ne m'y frotte pas, parce que j'ai peur, mais elle ne m'attaque pas, pourquoi l'attaquerait? Et par contre, je ne peux pas rentrer en relation parce que ça m'effraie, c'est trop. C'est une configuration qui me rassure pas du tout. D'accord. Mais attaque vraiment, en rage, je te mange, c'est jamais arrivé. Pourtant, j'en suis fait des frayeurs. Vous arrivez à les éviter, quoi. Je les évite pas, je pense que certaines entités s'en foutent complètement. Sauf qu'à un moment donné, il y a des niveaux de communication, et puis je pense qu'il y a des gens qui s'effrayent aussi rapidement, qui les laissent rentrer dans leur système, parce qu'ils ont besoin de laisser rentrer pour se faire peur tout le temps. Et là, on peut dire que je suis envahi par une peur, donc par une entité, si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est une entité? C'est une forme énergétique. C'est une clé vibratoire qu'ils ont laissé rentrer, ça se trouve c'est eux qui l'ont démultiplié. Et beaucoup de fois, ça rejoint cette notion, vous vous rappelez tout à l'heure, le cercle avec votre conscience. Si vous voulez déplacer votre état de conscience, c'est-à-dire, imaginons, vous fermez les yeux et vous commencez à être dans un état de conscience modifié, imaginons, si je codifie, ou je quantifie pour avoir une échelle rationnelle, pour qu'on puisse essayer d'un petit peu intégrer une info, que votre noyau de conscience c'est 1 km, et que jusque en fait, à la périphérie c'est 10 km par exemple, ok, ça fait un ratio de 1 pour 10. Si je me déplace d'un bon kilomètre, là, je suis encore à l'intérieur de moi. Donc finalement, qu'est-ce que je suis en train de voir dans les mondes que j'explore? Une partie de moi, la plupart du temps. Et là, je déplace ma conscience parce que je suis super fort, de 9 km. Je suis aux frontières de l'humain. Je suis encore en train d'explorer moi, si ça se trouve. Mais si ça se trouve, parce que je vous laisse, chacun doit faire son expérience et penser lui-même, parce que ça veut dire du dogme. Mais bon, les entités, soit les choses qui dérangent, c'est un peu la même chose. C'est tout ce qui nous paraît obscur. On aime bien dire c'est autre chose qui vient, mais cette autre chose, c'est une partie de nous-mêmes qui n'est pas contente, qui nous fait peur, qui... Voilà. Et du coup, dans ton système, ce qu'on appelle les êtres de la nature, tu les perçois, Oui, mais pas comme des elfes ou des fées, bien sûr. Mais il y a des tonnes et des tonnes de niveaux de vie. Il y en a un paquet. Voilà, il y a ce qu'on peut percevoir avec nos yeux, et puis il y a d'autres niveaux vibratoires, ne serait-ce qu'avec nos sens. Ne serait-ce qu'au niveau sensoriel, si on avait la gamme de certains animaux, on percevrait un univers assez différent. Déjà. Donc déjà, sans fantasmer, déjà sur la gamme réelle qui existe dans notre planète au niveau des animaux, avec ça, on aurait des gammes de perception de tout qui seraient colossales. Vous sentiriez des odeurs à 2 km pour certains. Enfin, il faut gérer cette info. Et voilà, c'est un petit peu ce monde d'hyperperception. C'est pas un monde de fantasme, c'est un monde de, voilà, le nez, il sent pas 1 mètre, il sent 1,5 mètres. Ouais, mais ça, il faut le gérer, l'info. Alors justement, vous faites de la communication instinctive, c'est ça?
Oui, communication animale, ouais. Oui, alors ce qui m'intéresse, justement sur cette question, parce que j'ai eu plus ou moins une expérience, et qui m'a fait quand même assez relativement changer ma perception par rapport au monde. Ouais. Parce que vous dites que vous n'êtes pas végétarien, je suis végétarien flexible, donc je mange vraiment très peu de viande animale. Mais je me dis, en même temps, on voit l'animal. En fait, non, je reviens même plus tôt. C'est-à-dire, à l'époque de la colonie, à l'époque où on a colonisé l'Afrique, on a vu des Noirs qui étaient nus, qui ne parlaient pas le même langage, et les Blancs, ils se sont dit, tiens, c'est des animaux, donc on va les traiter comme tels. L'humain a évolué, ils ont vu que, bon, les Africains, c'était des humains comme les autres, comme eux-mêmes, et ils ont commencé à avoir une autre perception par rapport à ces personnes-là. Je me dis, les animaux, on les perçoit comme de la nourriture, comme rien au final, des insectes comme rien, en fait, voilà. Et des gens comme vous, qui avez accès à cette connaissance, ce déblocage au final, la communication instinctive, il y a... Moi, je me dis, j'aurais cette perception, je voudrais vraiment la généraliser le plus possible pour essayer de faire évoluer les choses le plus rapidement possible, parce que ce qu'on fait, c'est parasite, c'est pas une question de... On n'est même pas un symbiote, on est un parasite. Faire ça, faire un lavage, sans déconner. Ce qu'on a fait, nous, dans l'histoire, à nos propres frères, c'est, même si c'est pas nous qui l'avons infligé, nous-mêmes, on le porte quand même. Là, ce qu'on fait aux bêtes, en les envoyant en écarissage, tout ça, et si on avait conscience, vraiment, qu'on peut communiquer avec eux, qui ressentent vraiment réellement des émotions, des pensées, qui pourraient même avoir un échange sur un stade plus évolué. Sans déconner, c'est pire que tout en fait ce qu'on est en train de faire. Ouais, c'est. Oui. Oui, c'est un point de vue, c'est complètement réel sur un certain point de vue. Et la question la question, c'est comment faire pour vraiment faire généraliser ce procédé massivement, parce que si on parle de l'équarrissage, la façon dont on tue les animaux, c'est une chose. Oui, effectivement, c'est un peu du grand n'importe quoi. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on doit manger les animaux? Ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez manger. Moi, c'est pas mon truc, parce que oui, il y a un échange d'informations qui est particulier, mais de toute façon, dans mon système, il y a l'animal. Okay, donc, je vois pas pourquoi je mangerais pas d'animal et pourquoi je mangerais des végétaux, puisque j'ai un rapport avec les végétaux et avec les minéraux. Exactement. Parce que les végétaux coupe la carotte, quoi. Bon, je suis en train de faire du mal à la carotte. Et il y a une conscience, il y a une énergie. Et les végétaux, quand vous allez dans la nature, j'habite dans des bois, c'est tous les jours une communication avec les arbres et les végétaux. Et ça, je suis d'accord que les animaux, on les traite super mal. Ils ont un rôle. Et le rôle, au bout d'un moment, c'est aussi d'avoir un rapport à la mort bien particulier. Et ce rapport à la mort, je suis d'accord, on n'est pas propre avec eux. On n'est pas propre. Ça, je suis d'accord. Mais il n'y a pas de... Enfin, pour moi, c'est que moi, j'ai pas plus de problème avec l'animal qu'avec le végétal ou qu'avec le minéral. Et justement, là, ma question, c'est qu'il y a des gens qui se nourrissent de prana. Oui. C'est réel? Oui, il y en a un en Haute-Savoie, oui. Il y a un monsieur qui se nourrit que de prana. Mais ça, c'est une propriété que vous avez tous. Faisant du qigong, et c'est des choses que forcément j'explore. Hein. Et il y a un jour, c'est une expérience un peu curieuse, quoi. Je me suis levé un matin, j'avais pas faim. Et ça m'a pas manqué du tout de la journée. J'avais pas faim du tout. Donc j'avais aucun appétit, il n'y a rien. Donc je ne me suis pas forcé. Donc un matin, je me suis réveillé, j'avais pas faim. Bon, pas fatigué, pas faim, rien, super bien dormi. Ça a duré 3 jours comme ça. Et après, je rebasculais avec la faim et j'ai enchaîné un cycle. Et c'était un moment où je m'entraînais beaucoup en qigong, tout le temps. Et évidemment, j'avais switché un petit peu plus ma dose
d'énergie, j'avais fait plus basculer sur l'énergétique et moins sur la nourriture. Vu que je m'étais énormément alimenté d'énergie, ça crée un réservoir qui finalement, pendant 2-3 jours, pouvait se passer de manger. Et je pense que vous faites l'expérience assez régulièrement sur des laps de temps plus ou moins courts. Les gens qui font du prana ou qui ne se nourrissent que de prana, c'est donc une particularité qu'on a tous. Et au bout d'un moment, ils ont forcé le système un petit peu à ne pas manger. Et pour des questions de survie, chez certaines personnes, ils arrivent à s'acclimater, à ne prendre que de l'énergie. Et ça se voit. Et c'est extrêmement rare. Et vous n'allez pas lui demander de faire 30 pompes et d'aller faire un footing. Il ne peut pas être bûcheron. Et notre maturation, ça ne serait pas justement d'en venir à ça? Notre maturation, elle englobe ça. Mais c'est pas devenir ça. Mais elle englobe ça, oui. Notre maturation, elle va dépendre de déjà ce qu'on va en faire, donc je ne peux pas être prédictif, enfin je ne veux pas. Et elle va dépendre de quel est notre rapport avec les choses, déjà notre rapport avec nous-mêmes, et avec l'énergétique. Et à un moment donné, est-ce qu'on peut se passer de nourriture physique, terrestre, et est-ce qu'on peut s'alimenter d'autre chose? Oui. Mais ça, la proportion, c'est chacun d'entre nous qui va le déterminer au fur et à mesure du temps, dans le tissu humain. Donc ça, c'est qu'un avis après que je pourrais avoir. Et ça ne donnera jamais la généralité de ce que nous, tous humains, allons faire. C'est pas moi qui décide, si vous voulez. Donc je peux avoir qu'un point de vue, mais je ne donnerai pas celui-là. Mais effectivement, c'est un paramètre énorme, bien sûr. Ceci dit, moi je trouve ça dommage, parce qu'on est désincarné, on ne mange pas, on n'a pas de goût, on n'a pas tout ça. Donc tant qu'à être sur Terre, autant en profiter. Pour moi, ça fait partie du plaisir de l'incarnation, c'est de jouir des choses de la vie. C'est jour de tout, mais exactement, mais c'est le rapport aux choses. Donc je suis obligé de respecter quelqu'un qui veut pas fonctionner comme ça, et puis quelqu'un d'autre qui veut qui veut fonctionner différemment. Je m'en fiche, je respecte ça. Pour moi, ça ne change pas ma vie à moi.